Donc pour ma part, je suis Damien Van Damme. Je travaille dans le département robotique chez Airbus en centrale. On travaille pour toutes les usines du groupe côté avion. Et pour ma part, je suis expert en robotique. Je vais vous parler de robots 6 axes et leurs spécificités dans le domaine aéronautique. Et comme l'A320 Neo, ces néo-robots sont déjà en production ou arrivent en production dans nos lignes d'assemblage. Alors, hop. Un robot 6 axes. Comme par hasard, j'ai pris un Kuka. Mais c'est pareil pour toutes les marques, Stobli ou Fanuc ou Comao. Donc les avantages bien évidemment, c'est le prix par rapport à des machines spécialisées. C'est la polyvalence. On peut faire un petit peu tout un tas d'actions avec. La fiabilité, chez nous, un robot dans nos lignes, c'est 1 à 2 pannes par an, pas plus. L'enveloppe de travail qui est énorme vis-à-vis de la taille du robot. Prenez une machine-outil, vous verrez que le ratio est complètement différent. Donc, si je prends les spécifications techniques de ce robot, on voit la répétabilité de positionnement qui est à 6 centièmes pour celui-ci. Répétabilité de positionnement signifie qu'il va toujours à la même place, qu'il revient toujours au même endroit, mais pas nécessairement qu'il va à l'endroit où on lui a demandé d'aller. Et ça, c'est la précision. Chez nous, à la louche, on multiplie entre 6 et 10 la répétabilité pour avoir globalement la précision. Typiquement, ce robot, il aura une précision aux alentours des 6 dixièmes. Pourquoi les robots sont juste répétables et pas précis? Ils ont été étudiés pour la production de masse, telle que l'automobile. Typiquement, sur l'image ici, on a une voiture qui est toujours positionnée au même endroit. Le robot, il a un temps de cycle de 2 minutes par voiture. Il va faire une 50aine de soudures. Chaque position a été apprise. Oui. Et il va répéter ça à longueur de journée. Et là, la répétabilité est clé. La précision, on s'en fiche un petit peu parce que chaque position était apprise. Ça, c'est pour l'automobile. C'est assez différent dans l'aéronautique. Malgré tout, on utilise des robots classiques pour pas mal d'applications. La première, inspection. Dans ce cas d'application, le robot est juste un porteur et le capteur avec un scanner laser, va détecter la position réelle. Le ponçage, même si on a une précision de plus ou moins 2 mm, ça va pas changer la face du monde. On va avoir quand même un bon ponçage. Idem pour la peinture. Pour les robots de peinture. Après ici, on est sur la pose de mastic, pose de sealant. Là, c'est un petit peu différent. On utilise le robot en asservissement en position et en vitesse. Vous pouvez peut-être voir les deux petites rayures, les deux petites raies rouges qui sont des profilomètres laser. Des profilomètres. Le premier, avant, donne la position et on réajuste cette position en direct, visual servoing. Le second, qui est juste derrière, qui regarde l'épaisseur du sealant et qui régule la vitesse. Du coup, le robot se retrouve asservi en vitesse et en position. En vitesse et en position, oui. Et du coup, la précision du robot n'est pas un frein. Quasiment tous nos robots sont calibrés. Une calibration robot permet de compenser les manques de précision des réducteurs. Typiquement, je parlais de 6 dixièmes tout à l'heure. Si on calibre un robot, on descend à 2-3 dixièmes sans problème. Et après, on utilise aussi quelques robots classés High Accuracy, haute précision. Kuka fait ça.
En fait, ils mettent des réducteurs sur chaque axe qui sont plus précis et avec moins de jeu que des réducteurs classiques. Stobli fait ça aussi. Maintenant, je vais parler du perçage. Pourquoi le perçage? Parce qu'on perce plus de 150 millions de trous à l'année. Ça fait 75 000 trous percés tous les jours chez Airbus. Et pourquoi on perce autant de trous? Parce que on n'a pas le droit de souder ou de coller des panneaux ensemble pour des problèmes de fatigue. Donc on perce et on met des fixes. 80% des trous qu'on perce ont un diamètre qui est inférieur à 6,5 mm. Donc on fait des petits trous majoritairement, sauf sur les wings et sur certaines jonctions. Et seulement 50% des trous sont percés par des robots. Pourquoi? Notre best-seller est le robot sur lequel on concentre le plus de projets d'automatisation, c'est le 320. La 320 a été conçue en 1980. Les concepteurs de cet avion pensaient en vendre 400 sur toute la vie de l'avion. On vient de produire, on a dépassé les 12 000 avions produits et on en a 6 000 ou 7 000 à produire encore. Donc, quand ils l'ont conçu dans les années 80, c'était le cadet des soucis, la robotisation. Et du coup, on doit composer avec un avion qui a été designé pour être monté à la main. Et ça fait une sacrée différence. Quels sont nos challenges? Désolé, hein. Quels sont nos challenges en perçage? Quasi tous les perçages sont dans la zone aéronautique, typiquement fuselage et wing, L. Ce qu'il faut absolument, c'est que la tête de fixation, elle affleure parfaitement avec la peau de l'avion, histoire de ne pas perdre en aérodynamique. Pour info, les profondeurs de fraisure sur un avion, pour nous, c'est des tolérances à 5 centièmes. C'est pas facile à atteindre. Et le second challenge, c'est la précision. Et la précision, quand je dis précision, c'est toute une précision relative. L'avion n'arrive jamais en face du robot, donc on doit se recaler dans l'espace. Et sur l'image de droite, à l'intérieur de l'avion, on a mis des raidisseurs dans tous les sens et qui ont été posés manuellement, avec toutes les tolérances de chaque pièce individuelle, plus les tolérances d'assemblage et tout. Si on vient à l'extérieur et qu'on perce au théorique, il est fort probable qu'on perce un petit peu, soit très proche d'une bordure, soit pas tout à fait au bon endroit. C'est pour ça que systématiquement, on a des systèmes de vision et on vient se recaler sur l'avion en local et en global. Quand on est sur la production de sous-ensembles et qu'on a accès aux deux côtés de la pièce, typiquement ici un panneau de fuselage, à ce moment-là on utilise de grosses machines, des grosses machines à portique, des riveteuses, on perce et juste après on met un rivet à écraser, on écrase le rivet, c'est propre, terminé. Sur les lignes d'assemblage, quand on parle du fuselage ou de l'aile en entier, là, on n'a plus accès aux deux faces en même temps. Du coup, on a deux opportunités. Soit des robots qu'on appelle flex-track, qui sont plugués sur l'avion, qui sont ventousés sur l'avion et qui circulent en parallèle avec la couture à percer. Et bien sûr, des robots 6 axes. Quelques spécificités du perçage côté aéronautique. Si vous venez en contact avec la peau, juste en contact, et vous vous mettez à percer, eh bien vous pouvez être sûr que le robot il part en arrière. Et s'il part en arrière, la profondeur de fraisure n'est pas garantie, donc c'est pas bon. On revient une seconde de fois, et à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pousser. On va pousser sur la peau. On va mettre le robot en contrainte contre la peau avec une pression supérieure à l'effort de perçage. Et comme ça, il ne se décollera plus, on aura une bonne profondeur de fraisure. Le problème en faisant ça, quasi tous les robots, suivant leur architecture, suivant comment ils sont positionnés, ils glissent, ils partent, ils s'échappent de la position définie. Ce qui fait qu'on ne perce pas au bon endroit, ou bien on glisse au moment du perçage et à ce moment-là, on casse l'outil.
Comment nos intégrateurs résolvent ce problème? C'est un petit peu simpliste, hein. On reviendra dans les détails un peu plus loin. Ils surdimensionnent le robot. Et effectivement, quand on pousse à 50 kg sur une peau et qu'on a un robot qui est dimensionné pour pousser à 500 kg, il sourit et puis il bouge pas. C'est comme ça. Du coup, excusez-moi. Du coup, c'est pour ça que vous voyez 3 applications robotiques chez nous sur le fuselage et sur la pointe avant. Et vous pouvez voir, particulièrement celle du centre, un robot qui est quand même assez imposant par rapport à un fuselage d'avion. Alors, entrons dans le détail de la précision et de la rigidité du robot. Robot 6 axes, 6 joints. La précision au bout est de la somme quadratique de toutes les imprécisions de tous les axes. Du coup, c'est pour ça qu'on est imprécis. Après, on cumule aussi toute la rigidité des axes individuellement pour avoir une rigidité relative en bout d'effecteur. Qu'est-ce qui se passe sur un robot? Cette fois-ci, c'est un Fanuc. On a un premier phénomène, c'est la flexibilité des réducteurs. Sur tous les réducteurs, sur tous les axes, on a la flexibilité du réducteur. On a aussi potentiellement la flexion du bras et de l'avant-bras du robot. La précision, les jeux qu'il peut y avoir sur les roulements de chaque axe et un effet thermique. Et là, bonne nouvelle pour nous et pour la suite, 80% des problèmes d'un robot anthropomorphique en termes de rigidité et de précision sont localisés sur les réducteurs. Et effectivement, je vous ai schématisé l'axe 2. L'axe 2, c'est donc entre la base et le bras. Si on a une sollicitation sur le bras, dans le cas où on est là, si on a une sollicitation sur le bras, le réducteur va encaisser cette charge, mais le codeur qui est à la fin de la cinématique, qui est derrière le moteur, lui, il voit rien. Si bien que le bras peut faire coucou, le robot voit rien. Comment on peut compenser ça? On a besoin de compenser ça chez nous, on a besoin de faire des trous précis, donc on a besoin d'être plus précis, d'essayer d'obtenir plus de précision du robot. Comment on peut compenser ça? Il y a une solution qui est maintenant proposée par Fanuc et qui est aussi proposée, qui est aussi installée par nos intégrateurs, c'est d'inclure un second codeur directement à l'endroit où ça bouge. Typiquement ici, entre le bras et le robot. Et là, on obtient, dès que le bras bouge d'un centième de degré, c'est détecté, le codeur et le codeur voit ce centième de degré, le moteur compense en fonction. Et là, c'est redoutable. Typiquement, ce robot, sur une précision volumique sur un mètre cube, on est redescendu au-dessous du 10e. Rien qu'avec ça. Le deuxième effet bénéfique du double encodeur, c'est la rigidité. Étant donné qu'on compense dès que le robot fléchit, on compense directement. Du coup, on obtient une grosse rigidité. Typiquement, ce robot qui a une payload de 60 kg, il est aussi rigide qu'un robot qui a un robot classique d'une payload de 200 kg. Ça, c'est le premier. Excusez-moi. C'est vraiment le game changer côté précision pour la robotique. Et c'est pas par hasard que plusieurs intégrateurs et aussi des fabricants de robots s'y intéressent. Pour nous, c'est très important. La seconde chose, c'est le software, c'est les capteurs. Typiquement, on a développé un robot que je vais vous faire voir juste après. On a ajouté des capteurs, on a ajouté du soft et on analyse en direct au moment où on vient en contact et on commence à pousser, on analyse en direct les datas des capteurs de force, des capteurs de normalité, des caméras, tout ça pour compenser les contraintes qui peuvent rester dans le bras 6 axes et éviter le glissement. Et on vient de démontrer que tout ça fonctionne et le robot est actuellement en test production à Méholt.
Et voilà comment on arrive à réduire, on arrive à avoir un rapport de 3, on arrive à avoir un robot plus compact, 3 fois plus compact, 3 fois plus léger que des robots classiques de perçage. Bien évidemment, notre robot, il est ciblé sur les 80% de petits trous. Hors de question d'aller percer des gros trous avec. Alors pourquoi cette envie de rendre les robots plus compacts? Parce que on est en train de monter en cadence sur la 320 et on doit trouver d'autres solutions pour pouvoir intégrer des robots sur les lignes d'assemblage existantes. Et pour rentrer sur nos lignes d'assemblage existantes, autant vaut-il que le robot soit le plus compact possible. Ce n'est pas possible sur des gros robots, ça devient possible sur des petits robots. Et donc sur la photo du bas, vous pouvez voir notre petite équipe chez Airbus qui a développé ce robot plus compact. Ce qui est bien, c'est que la preuve qu'on est dans la bonne direction, des fournisseurs, des intégrateurs ayant pignon sur rue ont suivi notre démarche. Parlons maintenant de contrôleurs. Si on prend le contrôleur robot classique, il va gérer son robot, il va gérer des capteurs, il va gérer des actionneurs, les dispositifs de sécurité sans problème. Le double encodeur, il va le gérer si c'est natif, typiquement chez Fanuc. Après, on attaque, forcément sur un robot de perçage, on a une broche, on a un axe, on a des outils, on a des changeurs d'outils, on a des paramètres de longueur d'outils, on a des programmes qui sont excessivement longs. Chez nous, un robot de perçage peut travailler 12 heures sur le même avion. Et on a des arrêts démarrage, il peut se passer beaucoup de choses entre-temps. Donc là, on arrive aux limites du contrôleur robot. La première solution est de mettre un PC industriel et de développer toutes ces briques, ou bien, quand on parle de broches, quand on parle d'outils, on a les contrôleurs commandes numériques. On a les contrôleurs commandes numériques pour les machines-outils. Et typiquement Siemens, il y a quelques années, a décidé de développer un kit software qui permet de piloter en direct des robots avec ou sans double encodeur, mais avec tous les avantages de la CNC. Typiquement, si vous voulez ajouter un changeur d'outils, c'est natif. Si vous voulez gérer une broche, c'est natif. Et voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de robots chez nous qui arrivent avec des commandes numériques. Ah non, je vais revenir dessus. Qui arrivent avec des commandes numériques Siemens sur des robots qui sont des robots KUKA. Récemment, des robots Komao. Komao accepte de vendre des robots sans le contrôleur, avec des moteurs qui sont directement compatibles sur des variateurs Siemens. Du coup, ça rend le mariage très facile. Récemment aussi, Fanuc, on a travaillé avec eux, et c'est pas juste nous, mais ça va aussi dans le sens de l'histoire, et une solution arrivera aussi chez Fanuc. Ça ouvre le champ des possibles, par contre. Ça ouvre le champ des possibles. Si on a un robot piloté par une CN avec des doubles encodeurs, donc on peut réaliser du point à point précis, mais on peut aussi réaliser des trajectoires précises. Et à ce moment-là, on a typiquement les machines placement de fibres qui réclament ce genre de choses. Ici, vous voyez une machine qui est installée à Nantes sur la Killbeam, sur le 350. C'est un robot Coriolis et piloté par une CN Siemens. Pas de double encodeur sur cette machine, mais piloté par une CN. On a aussi la particularité des pièces, des machines AFP, elles font de très très belles pièces, c'est très propre, c'est nickel. Par contre, les contours sont pas propres. Il faut les détourer, il faut les usiner. Et à ce moment-là, de plus en plus, jusqu'à maintenant, c'était des grosses machines cartésiennes. Maintenant, on arrive sur des machines qui sont des robots de contournage, d'usinage. Et là aussi, je vous invite à aller sur le site de Mabi, MABI. C'est une petite société qui a développé un robot dédié usinage. Ils sont pas sur le même créneau que des fournisseurs comme KUKA pour vendre des milliers de robots. Ils sont plutôt sur des robots spécifiques. Et bien sûr, l'usinage.
Alors bien sûr, on n'arrivera jamais à la précision d'un robot d'une machine 5 axes d'usinage, mais dans certains cas, on peut peut-être faire des choses intéressantes avec. Dernière slide, des robots typés, donc des robots typés aéronautiques, équipés de commandes numériques. Tous sont équipés de commandes numériques. Pour certains d'entre eux, équipés de double encodeurs. Dans chacun de ces cas, quand ils sont équipés de double encodeur, c'est l'intégrateur du robot, en l'occurrence Electro-Impact, Broadjet ou Ledoux, qui ont intégré les doubles encodeurs, qui ont intégré vraiment sur le robot. Donc on les voit en placement de fibres. Donc vous avez Electro-Impact qui est présent sur Toulouse en bord de piste, Coriolis en France, en Bretagne. Sur le perçage, Electro-Impact de nouveau et Broadjet qui est aussi présent sur Toulouse et boîte allemande. Et Ledoux Coca System sur du rivetage. Ma conclusion, c'est quoi un néo-robot de chez Airbus? C'est un robot qui est plus léger, qui est plus précis parce qu'il est muni de double encodeur, qui est souvent équipé d'un contrôleur qui est plutôt CN ou industrial PC, et on laisse tomber un petit peu le contrôleur d'origine. Et après, on compense le manque de rigidité d'un petit robot par du soft, des développements, des capteurs, afin d'augmenter les performances d'un robot qui est plus limité en termes de taille et en termes de puissance. Et donc, l'exemple en est là. C'est un robot qu'on a développé et c'est nos petits bébés en fait. Et c'est pas le dernier en fait. C'est pas le dernier parce qu'on a déjà, il va être dupliqué. Et comme je vous l'ai dit, d'autres fournisseurs sont sur la même dynamique. Parce que c'est nécessaire, parce que il faut absolument automatiser plus notre A320. Il faut rentrer dans des lignes qui sont des fois exiguës. Et jusqu'au prochain programme, on doit travailler comme ça. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Je pense qu'il va y avoir des questions. Je voudrais juste...